Nous allons maintenant lancer la prochaine séquence, qui est un peu une séquence tout à fait très importante ce matin. Et nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous donc Florence Biot, qui est sous-directrice de la transformation numérique à la direction du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports français. Florence a eu quelques contraintes de dernière minute. Elle est en même temps sur 2 ou 3 réunions et je la remercie de son intérêt et de son implication pour être avec nous ce matin 5-10 minutes. Elle va pouvoir nous dire comment, dans un contexte de crise sanitaire qui a eu, nous savons tous, un effet à la fois accélérateur et catalysateur dans le processus du développement du numérique et de l'enseignement à distance, eh bien, comment en France, le ministère, en s'inspirant aussi des bonnes pratiques étrangères, a cherché des solutions pour justement tirer des enseignements de la crise, à la fois au plan pédagogique, éducatif, administratif, et comment le ministère a pu valoriser ses réussites et renforcer la stratégie numérique en faisant appel justement à des startups de la filière EdTech. Florence? Oui, bonjour à tous. On sort des États généraux du numérique pour l'éducation 1 an après. J'avais eu l'occasion d'indiquer un petit peu quelles étaient les attentes en matière de numérique qu'avait exprimé cette large consultation citoyenne. Et 1 an après, on a l'occasion de refaire le point sur les avancées concrètes. Et ça a été l'occasion la semaine dernière au ministre de conforter sa stratégie, de mieux l'expliciter aussi. Il y avait une grande attente au niveau du sens. Quel était le sens, le pourquoi du numérique à l'école, avec 3 points importants, 2 qui font consensus et 1 qui pose question. Alors, les 2 qui font consensus, ce sont d'abord l'éducation aux médias et à l'information et l'éducation au numérique en général. Dans une société qui s'informatise, l'école, elle aussi s'informatise. On a besoin de former des citoyens éclairés qui connaissent l'Internet, les bons usages du numérique, les réseaux sociaux, l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, autant de points de l'éducation au numérique qui semblent faire consensus et même qui mériteraient d'être accélérés. C'est ce qu'a annoncé notre ministre et c'est ce que nous allons faire. Nous entendons vraiment renforcer l'éducation aux médias et à l'information. Beaucoup d'ailleurs des participants des États généraux avaient demandé même qu'il y ait une discipline spécifique, une matière spécifique de l'éducation aux médias et à l'information. Sur le deuxième point de la continuité pédagogique, le numérique aidant la continuité pédagogique, renforçant la résilience de l'école, là aussi, nécessité faisant loi, il y a un consensus sur le fait qu'il faille davantage équiper, former les enseignants pour que l'école soit plus résiliente et plus inclusive aussi, parce que l'idée, c'est d'avoir un numérique qui puisse non pas se substituer, mais venir en renfort lorsqu'il y a des catastrophes, la maladie en général ou des problèmes d'inclusion d'enfants. Donc, dans toutes ces situations spécifiques, le numérique est vraiment vécu comme un incontournable. Et le troisième point qui ne fait toujours pas consensus et sur lequel nous devons vraiment travailler, c'est en quoi les outils numériques, donc l'éducation avec l'outil numérique, apportent une plus-value aux apprentissages. Pourquoi ça ne fait pas consensus? Et beaucoup de recherches se penchent sur l'impact du numérique sur les apprentissages. C'est d'abord qu'il faut mener des enquêtes, enfin des recherches. Les spécialistes vous diront randomisées avec des panels qui utilisent l'outil numérique et des panels qui ne l'utilisent pas du tout. On ne se trouve pas toujours dans cette situation-là et surtout sur des années. Donc, nous avons une étude en ce moment qui s'appelle Hélène. C'est une étude longitudinale qui porte sur les efforts que nous avons fait en 2015
en déployant l'outil numérique de façon massive et qui montre les premiers résultats de l'étude, montre qu'il y a un impact positif sur les résultats de l'étude, même si ça n'est pas massif, hein, les élèves gagnent un rang de classement. En réalité, voilà, ça n'est pas phénoménal, mais c'est tout de même des avancées. Et ces impacts sont positifs, particulièrement pour les élèves en difficulté. Voilà, donc cette étude va se poursuivre. Nous avons d'autres études de chercheurs qui ne sont pas sur plusieurs années et qui ne portent pas non plus sur les résultats tels que notre direction de l'évaluation et la prospective les fait, c'est-à-dire de façon massive sur tous les élèves et plusieurs fois dans le cursus d'apprentissage. Hein. Nous avons d'autres résultats d'études plus courtes qui montrent qu'il y a un impact positif. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que le CNESCO vient de mener une énorme enquête en prenant toutes les disciplines, plusieurs situations d'apprentissage et je ne pourrais pas en dire bien sûr tous les résultats, mais ce qu'il apparaît, c'est que bien sûr, c'est la pédagogie, l'acte d'enseignement qui est au cœur de la réussite de l'outil. Donc, il faut remettre l'enseignant au centre de notre questionnement et renforcer ses compétences et sa formation numérique pour que sa pédagogie soit transformée. Alors, je donne un exemple hein, que tout le monde connaît, mais il est bon de le rappeler. Si on fait avec l'outil numérique comme on fait sans, c'est-à-dire en descendant, en frontal, en magistral, je dirais, hein, tel qu'on a pu utiliser les outils de visio, par exemple, pendant la crise, ça ne fonctionnera pas. Et les enseignants ont eux-mêmes fait un retour sur le numérique qui n'est pas forcément positif parce qu'ils ont vécu des grandes visios comme nous les faisons aujourd'hui, par exemple, hein, où l'enseignant parlait pendant 1 heure, où l'interaction était quand même assez faible et où on n'utilisait pas les potentialités. En réalité, on n'utilisait pas les potentialités du numérique hein, dans ses aspects les plus intéressants. Donc, la classe inversée, c'est ce qu'on a expérimenté à une plus grande échelle pendant la crise. La classe inversée qui permet, par exemple, que tout ce qui est frontal se fasse autrement, justement, que des contenus soient donnés autrement et que le moment où on est en visio ou en hybridation soit le moment où on vérifie un certain nombre de compétences des élèves. Donc, plus d'exercices, plus d'interactivité et moins de frontal à des moments différents. Voilà, je voudrais dire que c'est important sur ce dernier point, bien sûr, que nous ayons des discussions avec les EdTech, puisque les outils sont fournis essentiellement soit en France à l'aide de marchés publics, et donc ce sont bien sûr les éditeurs de manuels numériques ou les EdTech ou des consortiums les rassemblant avec des laboratoires de recherche souvent qui remportent ces marchés, ou alors ce sont les EdTech qui les vendent directement, c'est normal, aux collectivités ou aux enseignants. Donc, dans tous les cas, les EdTech sont au cœur de cette problématique. Est-ce que les outils sont performants? Est-ce que les outils sont utiles? Est-ce que les outils sont bien appropriés, bien utilisés par les enseignants? Est-ce qu'ils en connaissent toutes les potentialités? Voilà, ce sont des questions que l'on traite avec les entrepreneurs, hein, qu'on a souvent l'occasion de rencontrer et qui acceptent de rentrer dans des études, soit on a dans l'habitude, hein, soit des études que mènent des laboratoires de recherche et que nous mandatons sur ces sujets, soit au sein de recherche-action. C'est pas les mêmes types de recherche, hein, puisque là, quand on fait de la recherche-action, on a des groupes de travail numérique hein, où on permet à des laboratoires de recherche de suivre la façon dont utiliser les outils et leur performance directement dans la classe avec les enseignants. Et donc, ce sont des recherches-actions dont on a les résultats au fur et à mesure qui permettent de corriger aussi les postures de l'enseignant, la pédagogie, au fur et à mesure que les choses se font et pas quelques années après, avec un recul suffisant,
comme on devrait le faire si on suivait la méthodologie des recherches randomisées, comme le Conseil supérieur ici chez nous, hein, auprès du ministre, le Conseil scientifique, le préconise en réalité. Donc voilà, c'est plutôt sur le sens. Ensuite, sur les moyens, je crois qu'on se reconnaîtra assez bien avec le plan de développement du Portugal, puisque on a, je pense, comme beaucoup de pays européens, tout un volet de formation et d'accompagnement. Avec PIX, on va renforcer bien sûr la certification des élèves. Pour l'instant, on l'a fait à la fin du collège et à la fin du lycée. On va la faire à la demande du ministre aussi à la fin de l'école primaire. Hein. Il nous manquait cet échelon-là. Il nous faudra quand même du temps pour le mettre en place. Et puis, on amorce la certification des compétences numériques des enseignants à l'entrée dans le métier de façon obligatoire et en cours de carrière. Donc, cette formation va prendre au numérique et par le numérique, va être complète, je dirais. Il manquait vraiment des morceaux encore pour que le continuum se fasse. On lance aussi un PIX par an, parce que votre souci d'accompagner les parents, nous le partageons. Donc, on a créé des ressources spécifiques pour l'accompagnement des parents et ça va se poursuivre. C'est un des enseignements de la crise qu'il y a vraiment une fracture numérique et une impossibilité des parents de suivre leurs enfants dans leur progression. Vous avez parlé de la mixité. Il faut absolument enseigner un numérique non genré. Ça, je crois que c'est important, ça n'a pas été suffisamment dit. Hein. Enseigner un numérique non genré, ça veut dire être formé aux stéréotypes hein, dont nous sommes tous victimes et également à la prise de conscience que l'orientation est pour 60% des cas extrêmement genrés. Toutes les études scientifiques le disent, donc il faut agir sur tous les sur l'enseignement depuis la maternelle, sur les stéréotypes, mais aussi former les enseignants à un numérique non genré. Notre ministre a annoncé l'objectif de 30% de filles en spécialité numérique et sciences informatiques d'ici 5 ans. Pour l'instant, évidemment, nous sommes très, très en deçà de ces chiffres. Hein. Donc, il veut plus de mixité dans toutes les filières, que ce soit les filières numériques ou les filières scientifiques. C'est un enjeu pratique, hein, et je crois que l'Europe devrait partager, nous devrions partager ensemble des objectifs atteignables, même si ceux-ci sont ambitieux, hein, atteignables et nous donner les moyens d'agir pour que ça devienne des éléments concrets et que nous ayons des résultats. Pour l'équipement, vous avez peut-être suivi le Grenelle de l'éducation, en tout cas, il a été question, et c'était une des revendications des professeurs, de la prime informatique qu'ils ont touché au mois de février. Hein, et donc, tous les professeurs vont maintenant, tous les ans, toucher une prime informatique pour leur équipement. C'était important parce que bien sûr, la prime n'est pas à la hauteur des attentes, hein, mais d'année en année, je pense que c'est la récurrence de la prime aussi qui fera que le matériel sera enrichi ou renouvelé. Mais ce qui est important, c'est de montrer véritablement qu'aucun enseignant ne peut maintenant dire qu'il n'a pas d'équipement, qu'il refuse en réalité l'outil informatique. Voilà, ça a été vraiment une façon pour le ministre de montrer que son engagement dans l'obligation d'utiliser l'outil numérique. Et je voudrais donner quelques chiffres pour ne pas m'étendre ensuite, je ne pourrais pas m'étendre sur chaque mesure que le ministre a annoncé, mais vous pouvez retrouver le dossier de presse hein, sur notre site éducation.gouv.fr. Il a été posté vendredi, donc c'est tout chaud, hein, frais. Il a redit sa stratégie et les différentes mesures qu'il mettait en place. Et il est important de redire un petit peu les chiffres aujourd'hui pour montrer à la fois la façon dont nous avons progressé après la crise et les pas qui restent à faire. Hein. Pour les enseignants, maintenant 95% des enseignants, d'après une dernière enquête de l'ADEPE, toujours de notre direction de l'évaluation et de la prospective, hein, 95% des enseignants utilisent l'outil numérique pour faire leurs cours. Hein. Donc, je crois que là, la question n'est pas posée. Hein. 50% seulement l'utilisent pour conduire leur classe.
Et avec les élèves, seulement 18% dans le premier degré et 36% dans le second. Nous étions très en deçà de ces chiffres, je veux dire pour les élèves, hein, très en deçà de ces chiffres avant la crise. Donc, je pense qu'il y a un réel progrès, hein. Nous avons doublé les chiffres que nous avions précédemment dans l'utilisation de l'outil numérique en classe. Mais néanmoins, 18 et 36%, ça n'est pas encore… enfin, vous voyez, il y a encore une marge de progrès pour que les outils soient utilisés et bien appropriés. Voilà. Je ne parle pas de l'efficacité, je suis que dans le quantitatif, hein. Merci de votre attention, même s'il n'y avait pas d'image, j'espère que vous avez bien suivi. Merci beaucoup, Florence. C'était très, très intéressant et tout à fait pertinent de pouvoir aussi profiter de ces données chiffrées. Même comme vous venez de le souligner, il y a encore une marge d'amélioration importante pour l'usage en classe avec élèves, mais pour autant, il y a quand même une progression et je pense que c'est aussi, bon, malheureusement, et c'est un bien pour un mal pour un bien, pardon, la crise a aussi un peu accéléré et catalysé cette nouvelle transformation de l'usage des outils.